Salut à tous, bienvenue dans votre podcast de foot 100% indépendant, 100% insolent, mais jamais méprisant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un grand club espagnol. On va continuer notre tournée d'été sur les grands clubs européens et on va parler un peu du FC Barcelone. Mais je vais parler de ce club en abordant pas forcément le prisme sportif, mais le prisme économique. On va parler de Deco, de Laporta et on va surtout parler des choix et des finances du Barça, des choix économiques. Bon, c'est pas ma spécialité, donc j'ai bossé le sujet, j'ai fait mes recherches, vous inquiétez pas. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés qui passent sur la chaîne. Un grand merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie, on a dépassé les 400 abonnés. J'espère qu'on va bientôt atteindre les 500 tous ensemble. Donc un grand merci à tous. Vous êtes super. Donc on va voir en quel point ce club est endetté. On va peut-être pas employer le terme ruiné, mais on va regarder d'où vient cette dette structurelle qui est énormissime, qui est colossale. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros. Ça a même été 1 milliard il y a quelques années. Qu'est-ce qui a été mal géré dans la politique économique du Barça? Les conséquences que ça a sur le mercato actuel, sur l'enregistrement des joueurs. On va remonter quelques années en arrière. On va parler de la billetterie, des sponsors, des transferts, des deals, des droits TV, de la masse salariale, de Léo Messi. Et on va voir aujourd'hui quelle est la stratégie de Laporta pour réduire cette dette. Et vous inquiétez pas, on va parler aussi un peu de football avec les entraîneurs, le nouvel entraîneur Flick et les recrues et le mercato. Ne vous inquiétez pas, c'est parti. Donc on va commencer par un peu d'histoire. Entre guillemets, on va repartir entre 2014 et 2019. La transition entre les deux présidents Rosell et Bartomeu. Tu avais déjà une petite dette, comme beaucoup de clubs européens. Et on va parler un peu du transfert de Neymar, qui est un énorme sac de nœuds. Officiellement, c'était 57 millions d'euros, mais Rosell a dû démissionner à cause de ça. Il a été inculpé pour fraude fiscale. En gros, ce transfert, il y a eu des irrégularités. En vérité, ce transfert, il a dépassé les 80 millions d'euros parce qu'il y a des intermédiaires qui ont croqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des contrats un peu bizarres qui ont été signés entre le Barça et la société du père de Neymar, plus encore un contrat à l'image par une deuxième entreprise, toujours gérée par le père de Neymar, et des chiffres un peu gonflés à droite, à gauche, plus une prime à la signature qui était un peu opaque, plus certainement des choses qu'on ne sait pas. Plus le Barça a fini par reconnaître que ce transfert atteignait plus de 80 millions d'euros. Je pense même qu'on est plus près des 100 à mon avis. Donc Neymar a été jugé, il a été relaxé. Et ce qui s'est passé les années suivantes, vous prenez des transferts énormes. Luis Suarez, un peu plus de 80 millions d'euros. Coutinho, Griezmann. Attention, quand je dis transfert, c'est transfert. Il y a aussi les salaires sur plusieurs années, des contrats qui sont astronomiques. Coutinho, c'était 135. Griezmann, 120 millions. Donc on a là des transferts énormes. Je crois que c'est du quasiment jamais vu dans l'histoire du foot moderne. Plus une masse salariale qui explose. Mais attendez, c'est pas tout. C'est pas tout, parce que depuis tout ce temps-là, vous avez encore Messi qui est là. Messi qui a un statut particulier de meilleur joueur du monde au Barça, qui demandait sans cesse des nouveaux contrats avec des revalorisations salariales. Et aussi, cette politique de gros transferts a été un assez gros échec sportif. Griezmann, ça n'a pas marché. Griezmann au Barça, c'était une grosse erreur. Coutinho, souvent blessé, il n'a pas eu le rendement. Ce n'était plus le joueur qu'il était à Liverpool. Pareil, après, il y a eu Dembélé. 135 millions à Dortmund, t'as payé en plusieurs fois. C'est exceptionnel, toute cette saga de transfert. Ensuite, ce qui s'est passé en 2020-2021, il y a eu le Covid. Le Covid qui a fait une baisse de billetterie, une baisse de sponsoring. Ça te fait encore une perte de 90, 100 millions d'euros. C'est encore de l'argent perdu. Des joueurs surpayés. Le Barça vivait au-dessus de son train de vie. Bah ouais, si tu gagnes 2000 euros par mois et que tu en dépenses 2100, sur la fin de l'année, tu as une dette. Mais c'est pareil, ça c'est pas que le Barça, je veux pas jeter la pierre sur le Barça. En France, c'est pareil, beaucoup de clubs font ça, beaucoup de clubs surpaient des joueurs moyens. Bordeaux, leurs dernières années de Ligue 1, c'est pareil, si vous regardez les contrats de Prébille, de Costil et de Briand, puis les autres joueurs, j'ai plus les noms en tête, c'est quand ils avaient eu la dette à Rome, quand ils ont vendu aux Américains, c'était des salaires astronomiques. Donc ça te plombe.
Donc à cette époque-là, le Barça avait déjà dû faire des reports de salaire. Ils avaient réussi à renégocier ça pendant la période Covid. Donc pendant cette période-là, le Barça, c'était quand même un club qui avait des performances correctes en Ligue des Champions. Il y a souvent eu beaucoup de huitièmes et de quarts de finale. Donc vous avez quand même des rentrées d'argent de la Champions League et beaucoup de rentrées d'argent de droits TV. Heureusement. Bon, sauf je crois en 2022-2023 où ils sortent en phase de groupe, mais les résultats sont quand même corrects. Donc ça compense un peu les pertes de revenus qu'on a énoncées avant. Donc on va parler un peu d'un des plus grands joueurs de tous les temps. On va parler de Messi, le dieu du Barça. Et on va regarder l'évolution de son salaire lors de ses dernières années de contrat au Barcelone. Sur le graphique là, si vous regardez, ça fait vraiment un bond en 2017-2021 où ça atteint 60 millions d'euros net. C'est sur plusieurs saisons, mais bon, ça reste quand même colossal. Donc son salaire n'a fait que augmenter et c'est ce qui a un peu plombé les finances du Barça. Donc le Barça, Messi était encore sportivement, il était encore bon, il était un peu sur le déclin, mais il n'y a pas de souci. Tu sais qu'avec Messi, tu as des garanties. Tu sais que tu as des passes D, tu sais que tu as un quota de but, tu sais que tu as du génie dans les pieds, quoi, tu vois. Donc il est allé au PSG. Économiquement, c'était un soulagement parce que le seul club qui pouvait payer ce salaire stratosphérique, c'était le Paris Saint-Germain. Alors, il faut savoir que Messi avait, en plus de ce salaire énormissime, avait une prime de fidélité d'environ 80 millions d'euros, plus des droits à l'image d'environ 10 millions d'euros, ça fait déjà 140. Plus le salaire 260, enfin il y avait ce contrat de 550 millions qui est sorti dans la presse espagnole. Je vais mettre la une de El Mundo. Voilà, le contrat de pharaonico de 550 millions d'euros sur plusieurs années bien sûr, mais ça reste quand même du jamais vu dans l'histoire du foot. Donc ce salaire a complètement plombé le Barça. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget de l'Atalanta Bergame, c'est 180, 190, 200 millions d'euros. Et avec ça, vous faites fonctionner l'Atalanta Bergame, qui est un club performant, qui est un club qui va loin en coupe, qui fait des bons parcours en Coupe d'Europe, qui se qualifie pour la Champions. C'est pas un club de nul. C'est pour vous donner une idée du salaire qu'avait Messi, pour mettre en perspective avec une équipe complète. Donc c'est un contrat qui dépassait les 500 millions. C'est un contrat qui a ruiné le Barça simplement. Et tout ça, ça t'a fait que ta dette, elle était supérieure à 1 milliard d'euros. C'était 1,1 milliard d'euros, je crois. Donc voilà, le PSG, c'était le seul club qui pouvait lui donner, lui assurer un tel salaire. Donc bien évidemment, économiquement, sportivement, c'était bon Messi, mais économiquement, c'était devenu un boulet. On peut donc se demander à quand une DNCG européenne et à quand un salary cap qui devrait être respecté, imposé. Et même au-delà de ça, on peut aller sur une question d'ordre philosophique. Est-ce que tu as vraiment besoin d'un contrat de 550 millions d'euros ? Je sais pas, je pose la question. Je suis pas en train de dire que les joueurs sont trop payés. Peut-être que certainement ils sont un peu trop payés, mais il faut se poser la question. Alors, donc, sous Bartomeu, c'était un peu une gestion à la one again. Donc, on a Laporta qui a été réélu dans ce contexte de crise financière en 2021. Laporta, il doit faire l'équilibriste. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ça veut dire qu'il a une dette, il récupère une dette tellement colossale qu'il est obligé d'essayer de la faire diminuer. Donc, il faut savoir qu'un président de ce club-là, c'est comme un homme politique. C'est un homme politique. Quand vous êtes dirigeant d'un gros club mondialement connu, vous faites de la politique. Mais pas de la belle politique d'idéologie pour aider les gens, où c'est notre vocation. C'est de la petite politique politicienne, où il y a de la flatterie, on arrange les angles, on signe des petits deals, on signe des petits contrats à droite à gauche, en loose day. Faut pas être naïf. Tu es obligé de faire ça quand tu es un
un président et un homme politique de ce niveau-là, on va dire. Ne soyez pas naïfs, hein, les clubs français, les présidents de clubs français font pareil. Hein, c'est une sorte de... Les présidents de gros clubs de foot européens, même français, c'est une sorte de caste. Ils se réunissent entre eux et puis ils essaient de s'arranger un peu hors champ entre eux pour signer des petits trucs à droite à gauche qu'on sait pas, dont on n'est pas toujours tous au courant. Donc voilà, cette dette, Laporta, il a commencé à la résorber. Comment il fait ? Réduction de la masse salariale, vente de joueurs et vente des bijoux de famille avec des prêts à court terme. Je vais vous expliquer un peu ce que j'entends par vente des bijoux de famille. Pour restructurer la dette et vite injecter des liquidités à court terme. Tu es obligé de baisser la masse salariale. C'est le résultat de Messi, de Griezmann, de Dembélé. J'adore Griezmann, mais au Barça, c'était un échec. Hein. De Dembélé, de Coutinho, et des salaires et des primes à droite, à gauche. T'as acheté Dembélé 130 millions, tu le revends 50 au PSG. Oui, tu perds des sous. Et encore s'il y avait qu'un joueur comme ça de temps en temps. Certains clubs le font, mais là, le Barça, on parle de plusieurs joueurs. Grosse restructuration de l'effectif. Donc Xavi, après son titre, Xavi, il connaît la maison par cœur. Hein. C'est un enfant du club. Il connaît la maison depuis longtemps. Il savait qu'il n'y avait plus d'argent. Il le savait, il a passé toute sa vie là, donc tranquille, il a été champion, il a fait un parcours honnête, il a fait ce qu'il a pu avec un effectif moins fort qu'avant, moins fort que le grand Barça des années 2015. Voilà, ils ont pris Hansi Flick, bon entraîneur aussi, qui a une philosophie différente, c'est notre mentalité. On va voir, parce que Xavi, il a un peu ouvert sa bouche sur les finances du club, mais il le savait, quoi. Ça n'a pas plu à la direction. Mais voilà, donc ils ont décidé de prendre Flick avec Laporta et Deco. Bon, voilà, on va voir cette année. Hein. Donc on va parler un peu du deal CVC. Alors, au départ, Laporta, il était contre. Avec le Real, ils étaient contre le deal CVC. Pourquoi il était contre au départ ? Parce qu'il y avait encore le spectre de la Super League. Ils pensaient qu'ils pouvaient créer un circuit parallèle avec d'autres gros clubs pour attirer d'autres sponsors, pour attirer d'autres sources de revenus, pour attirer d'autres droits TV. Sauf que la Super League, ça s'est pas fait. Donc, on va parler un peu de CVC. Qu'est-ce que c'est CVC ? CVC, c'est un fonds d'investissement luxembourgeois qui gère des sociétés commerciales dans les droits de la diffusion du sport. Donc luxembourgeoise comme Gérard Lopez, j'espère que c'est pas lui qui gère ça. Non, c'est un acteur bien implanté, ils font de la Formule 1, ils font du foot, du tennis. C'est un des 10 plus grands fonds d'investissement au monde. Donc on parle d'une grosse structure internationale. Donc il voulait pas signer ce deal avec CVC, mais ensuite il a changé d'avis parce que il a même voulu avancer ce deal. Ça a été dit dans la presse espagnole pour prolonger Messi, grâce aussi à un prêt avec Goldman Sachs, qui t'a fait rentrer pas mal d'argent. Donc il a finalement accepté ce deal. Donc ça, plus la réduction de la masse salariale, plus la vente de joueurs, tu as commencé à éponger un peu la dette. Donc cet accord, il te permet d'acquérir des revenus de la Future League et des droits télé qui sont répartis entre les clubs sur plusieurs années. Je ne sais plus si c'est 20 ou 50 ans. Voilà, tu prends un pari sur le futur, mais bon, sachant que le Barça, c'est quand même un club prestigieux, c'est quand même une belle marque, c'est un club vendeur, ils ont beaucoup de droits TV à l'international, notamment en Asie. Je pense que c'est un risque calculé, même s'il faut toujours se méfier de ces stratégies à long terme. On ne sait pas de quoi sera fait le futur dans 20 ans. Donc, ils ont cherché à réduire leurs dettes, ils ont diminué les salaires, et ensuite, ils ont vendu les droits télé sur les 25 prochaines années à 49% sur la société qui gère l'exploitation commerciale du club. Ça, c'est le merchandising. Ils ont signé un deal avec Spotify, environ 275 millions sur 4 ans, donc nouveau sponsor, et aussi la vente de droits télé à la société Sixth Street. Alors là, c'est 10%. Des droits de télé les droits télé, comme on a dit, qui se développent beaucoup en Espagne. Donc tu as vendu, c'est ça que je disais, les bijoux de famille, c'est les droits télé sur plusieurs années, c'est la société commerciale. Donc tout ça, ça t'a permis de faire passer la dette de 1,1 milliard à 700-800 millions. C'est toujours excessif, mais au moins tu as un peu épongé. Ouais, donc pour être précis, ce que je disais avec mes 49%, c'est
la vente des licences de merchandising de la société Barça Licensing Merchandising de 49% et les 10%, c'est pour les droits télé sur les 25 prochaines années pour 267 millions. Voilà, je précise parce que c'était peut-être pas très clair. Pardon. Donc on va regarder un peu quelles sont les différences rapidement entre la DNCG française et la DNCG espagnole. En France, on a une DNCG qui est sous l'égide de la LFP. En Espagne, il n'y a pas vraiment de structure autonome similaire à la LNCG, c'est la Liga qui prend en charge les questions de contrôle financier, qui impose ses règles, qui met une sorte de salary cap qui est supposé être respecté, mais parfois on détourne la loi. Certains clubs arrivent à détourner ça avec des primes, avec des autres contrats et sur des à côté, on va dire, quoi. Donc cette DNCG espagnole, elle surveillait le Barça et il se concentre davantage sur la limitation des dépenses pour éviter l'endettement. Alors, on parlait du Barça, mais il faut savoir qu'il y a d'autres clubs en Espagne, notamment Valence aussi, qui était un gros club, moins un gros club que le Barça, mais qui était aussi endetté, qui était aussi surveillé. Donc la différence aussi en Espagne, c'est que c'est moins transparent qu'en France. En France, tu as assez facilement accès aux rapports d'information. En Espagne, ça, tu l'as moins. Voilà, il y a des clubs comme Valence qui avaient des gros problèmes économiques aussi. Donc, plusieurs clubs espagnols ont dû faire une grosse réduction de la masse salariale. Voilà, donc ça fait quoi? Ça fait qu'aussi que cette DNCG espagnole, elle ne te permet pas d'enregistrer des joueurs. Ça, le Barça avait déjà eu le coup il y a 3-4 ans quand ils ont fait Koundé. Là, avec Olmo, c'est encore la même. Et s'ils recrutent encore un autre joueur, ça sera encore la même. Parce que tu n'as pas libéré assez de masse salariale pour enregistrer des nouveaux joueurs. Donc, ils se concentrent plus sur la limitation des dépenses. Là où en France, c'est plutôt déclaratif. En France, on prend en compte, on dit je vais vendre tel joueur 30 millions. Ok, la DNCG te dit ça passe. Ça, en Espagne, je crois que ça passe pas. Voilà, donc on va regarder quelles sont les conséquences sportives de cette dette structurelle. Nous voilà donc arrivés dans la partie vrai foot, on va dire. Parce que là, on a beaucoup parlé d'économie, de dépenses, de dettes et de sponsoring. On va parler vraiment de foot. Là, en fait, on se rend compte que le Barça n'a pas fait un très gros mercato. Ils ont fait Dani Olmo. Moi, j'aime bien Dani Olmo. C'est un super joueur. Pourquoi c'est un super joueur? Déjà, il a une technique sur les petits espaces exceptionnelle. C'est un très bon ailier, il a une bonne frappe, il peut jouer court, il peut jouer long, il peut mettre des buts importants, il est souvent décisif. Donc ça, c'est une super recrue. Tu as réussi à garder tes bons jeunes, tu as réussi à garder Yamal, Koubarsi, tu as encore Pedri, Gavi. L'effectif, il est pas mal. Yamal, tu peux... Voilà. Donc maintenant, le problème, comme on a dit avant, c'est que tu as fait Olmo, mais là, tu ne l'as pas encore inscrit. Il est dans le groupe officiel, mais il n'est pas encore inscrit, donc il ne pourra peut-être pas jouer encore le deuxième match. Donc on voit que là, le nouvel entraîneur n'est pas rassuré. Il n'a pas rassuré, il a fait quelques déclarations dans la presse. Il voulait recruter des joueurs, mais c'est pas sûr que ça se fera. Moi, il y a un truc qui m'embête, c'est, on va dire, dans 1 ou 2 ans, regardez le poste de numéro 9, tu as Lewandowski qui a 36 ans. Il a marqué encore. On sait que c'est un très grand attaquant, il n'y a pas de souci. Mais les grands attaquants, au bout d'un moment, ils commencent à décliner. Il fait des saisons à 20, 25 buts. Après, il va faire des saisons à 15 buts, 10 buts. Puis à un moment, il va arrêter. Il va peut-être repartir dans un club moins prestigieux. Il va arrêter sa carrière. Et là, depuis quelques années, le marché des grands neufs se rétrécit, devient de plus en plus étroit. On a de moins en moins de grands neufs qui bougent. Et le prix des grands neufs, c'est très très cher. Donc le Barça, certainement que l'année prochaine, ils vont devoir sortir le chéquier pour faire venir un grand neuf. Parce que là, tu n'as pas de grand neuf. Tu n'as pas un même de grand neuf. Tu n'as pas un deuxième neuf pour remplacer Lewandowski. Si, ils ont fait monter le jeune là, de l'équipe, le jeune de l'équipe B. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ça ne sera pas suffisant. Donc pareil, je pense que l'année prochaine, le Barça va devoir se séparer d'un de ces jeunes. Un de ces jeunes très talentueux, de Xavi, de Pedri, de Koubarsi.
Ils ont vendu Gundogan qui est reparti à City. Flick cherche un remplaçant à Gundogan. Il voulait Goretzka. Le problème, c'est que Goretzka, il est sous contrat jusqu'au Bayern, jusqu'en 2026. Est-ce qu'il va accepter une baisse de salaire? Quelle est sa valeur marchande? On est encore sur un gros deal. C'est un bon joueur, Goretzka, donc ça me paraît quand même compliqué. Bon, tu restes sur un bel effectif, hein, mais voilà, tu récupères des joueurs en prêt, tu récupères Fati, l'anglais. La Déco est en train de chercher une porte de sortie pour l'anglais, aussi certainement pour Fati. Toujours cette volonté de baisser la masse salariale. C'est Victor, Pau Victor, l'attaquant, voilà. Pardon, je viens de regarder. Voilà, c'est un jeune qui monte. Peut-être qu'il va être bon, mais est-ce qu'il sera au niveau de Lewandowski? C'est peu probable quand même. Moi, je le connais pas après. Je connais pas assez J'ai pas vu l'équipe B du Barça jouer. Je sais pas ce qu'il vaut. Et on n'est pas. Attention, la Masia, c'est un excellent club de formation. Tous les ans, ils te sortent tous les 2 ans, ils te sortent un ou deux cracks. Donc voilà. Ils voulaient faire Nico Williams. Nico Williams, c'est mort, c'est trop cher. Tu pourras faire qu'un gros transfert cette année. T'as fait Olmo, à mon avis, c'est tout. Si t'es avec un peu de bol, tu vas faire Goretzka si t'arrives à revendre des joueurs et à faire baisser des salaires ou à virer l'anglais et Ansu Fati et encore d'autres, mais très compliqué. Donc on a un effectif qui est bon, mais il y a beaucoup de vieux joueurs, entre guillemets, et de très jeunes joueurs. Vous avez peu de joueurs confirmés de 25, 26, 27, 28 ans. Donc voilà, je pense que l'année prochaine, tu vas devoir vendre un Cubarsí, un Gavi, un Pedri ou un Yamal pour 90, 100 millions, renflouer les caisses et reprendre un neuf à l'étranger, quoi. Donc voilà. On va voir l'année prochaine ce que ça donne. Hein. On va suivre le Barça les 3-4 prochaines années. Parce que quand vous avez une dette comme ça, vous ne pouvez pas la rembourser vite. Mais Laporta a négocié des prêts avec des banques pour avoir de la liquidité à court terme. Mais bon, les banques, il faut les rembourser, quoi. Et alors aussi, j'ai vu, dernière chose, il y aurait en discussion un contrat de sponsoring avec Nike qui serait peut-être en pourparlers. Bon, voilà, affaire à suivre, quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus économique. D'habitude, on parle plus de foot, de ce qui se passe sur le terrain. Mais là, je pense que c'était bien de faire une vidéo sur le Barça économiquement, de regarder un peu ce qui s'est passé en Liga. Mais c'est valable aussi pour d'autres clubs, hein. Je suis pas en train de tirer à boulet rouge uniquement sur le Barça. Hein. J'ai cité d'autres clubs dans la vidéo. Je suis pas... J'ai rien contre le Barça. Hein. C'est un grand club. Ils m'ont fait kiffer il y a quelques années. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve bientôt pour de nouveaux podcasts de foot. Salut à tous, bye.